Bonjour et bienvenue sur EndoEd, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Dans cet épisode 9, vous allez faire la connaissance de Emmanuelle Moré-Vichard qui est thérapeute. J'ai découvert Emmanuelle par hasard dans une vidéo postée sur un groupe de soutien Facebook sur l'endométriose. Son discours et son approche m'ont tout de suite interpellée. Elle y parlait du sens de la maladie, du passage du féminin blessé au féminin sacré, du chemin de guérison. Sans tout vraiment comprendre, je me suis laissée porter par mon intuition. Et si la maladie avait un message à me faire passer ? J'ai contacté Emmanuelle, qui m'accompagne aujourd'hui, et avec elle, j'ai fait des pas de géant et je guéris. Emmanuelle a une approche unique et une connaissance du féminin que nous souhaitions absolument vous partager. Pour cet épisode, je vous invite donc à écouter avec votre corps et votre cœur et de voir ce qui vibre en vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Emmanuelle Moré-Vichard. Salut Claire, salut Julie. Et aujourd'hui, on était très contente de pouvoir te donner la parole, Emmanuelle. Pour commencer, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter à nous ? Merci déjà pour l'invitation. Je trouve ça très chouette et je participe très volontiers à cette émission. Alors, qui suis-je ? Ça, c'est toujours une question intéressante. Qui suis-je ? Je dirais que je suis une femme en chemin, une femme qui a grandi en conscience grâce à la maladie. L'expression que j'utilise souvent, c'est que je suis une femme qui a retrouvé les rails de son âme grâce à la maladie. Et donc, la maladie, donc je parle de l'endométriose en l'occurrence, et j'ai vécu une renaissance aussi il y a quelques années grâce à la maladie, parce que j'étais vraiment pas la même avant. Alors ça, c'est la description telle que je me sens aujourd'hui. J'ai toujours des peurs, des doutes, comme tout le monde, mais j'essaye de toujours repenser à là où j'en étais, à là où j'en suis aujourd'hui. De manière plus basique, j'ai 43 ans, même si je ne me sens pas du tout 43 ans, mais c'est une réalité et je suis donc maman d'un petit miracle, puisque c'est censé être un petit miracle, même si pour moi ce n'est pas un miracle, qui a 2 ans aujourd'hui, que j'ai conçu naturellement à 41 ans. Mis à part ça, effectivement, j'accompagne les femmes. Alors, c'est pas facile pour moi de me définir. Moi, je suis un être des profondeurs, en fait. Et souvent, le coaching va pas si loin, en fait. Je me suis rendu compte vraiment, au travers aussi de mon travail, en me découvrant aussi. Donc, maintenant, je dis que je suis thérapeute, mais c'est aussi un terme que j'ai eu de la peine à m'approprier. Parce que je fais vraiment un travail de thérapie. Et puis, l'accompagnatrice sur un plan plus spirituel, Certaines femmes me disent que je suis une alchimiste, certaines femmes que j'accompagne. Donc, je ne sais pas trop comment me décrire si on veut me mettre dans une case. En fait, j'ai l'impression que je suis un peu hors case. Donc, voilà. Et est-ce que maintenant, tu peux nous dire, vu que ça a été le point de départ de ta renaissance, de comment, toi, cette maladie, donc l'endométriose, tu l'as vécue, puis ton parcours, justement, ton chemin de guérison. Est-ce que tu peux revenir sur, par exemple, pour commencer, les symptômes que toi, tu avais ? Alors, j'ai découvert tardivement que j'avais de l'endométriose. Le diagnostic a été posé à l'âge de 35 ans. Avant, j'avais très peu entendu parler de la maladie. Je savais ce que c'était, mais ça m'intéressait très peu. Mais en fait, j'avais déjà des signes avant-coureurs, évidemment, avant, parce que elle s'est déclenchée à 35 ans suite à une grosse rupture amoureuse. Et en fait, tout a basculé dans ma vie. Et là, réellement, j'ai découvert la maladie au travers d'opérations d'urgence. J'ai dû aller à l'hôpital, on m'a dû m'enlever des kystes, ça n'a pas marché. Je suis repartie à l'hôpital, je me suis retrouvée à l'étranger. Entre la vie et la mort, parce qu'on me disait qu'on ne savait plus quoi faire de moi, mon système immunitaire était en train de complètement tomber en lambeaux, je faisais des péritonites, des septicémies, à chaque moment de mes lunes, donc les lunes, c'est les règles, et je me faisais opérer comme ça à peu près tous les 2 mois, donc il y a vraiment eu un choc, c'était très traumatisant et très très violent, cette maladie comme elle est entrée dans ma vie. Mais en fait, avant la prise de la pilule, à l'adolescence, j'avais déjà des signes avant-coureurs. Je me suis déjà retrouvée aux urgences parce que j'étais tombée dans les pommes pendant mes lunes. Puis en fait, on me donnait des anti-inflammatoires, on me renvoyait à la maison. Donc voilà, j'avais déjà eu quelques symptômes avant-coureurs, mais vu que pour moi, à l'époque, les douleurs, c'était normal, c'est ce que disaient les gynécologues. Donc je ne m'étais pas fait plus de scénarios que ça. Donc j'ai refusé de prendre la pilule contraceptive pour diminuer les douleurs. Instinctivement, en fait, je sais pas, à l'âge de 18 ans, j'ai dit non.
désolée, mais la pilule, pour moi, c'est un contraceptif, c'est pas un médicament, donc j'ai refusé et j'avais pas besoin de ce contraceptif-là à l'époque. Donc, je l'ai refusé jusqu'à mes 21 ans. Et à 21 ans, j'ai commencé à prendre la pilule. Donc, elle m'a bien réussi, la pilule. J'avais pas vraiment de symptômes, si ce n'est que j'avais tout le temps des problèmes gynécologiques. J'étais quand même tout le temps chez le gynécologue, j'avais de la mycose, hein, j'ai eu de la mycose chronique, candidose chronique pendant plus de 15 ans, que j'ai aussi essayé de traiter de plein de façons, et qui a disparu avec ma guérison, ce que j'appelle moi la guérison de l'endométriose. J'ai eu le virus HPV, donc le papillomavirus, donc des cellules précancéreuses. Enfin, j'ai fait plein de trucs comme ça. Donc, c'était déjà des symptômes, en fait, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais moi, voilà, à l'époque, j'étais complètement là, à l'ouest. Je ne savais pas, j'écoutais ce que me disaient les médecins, je prenais les médicaments, et puis voilà. Donc, c'est vraiment qu'à 35 ans que là, la maladie a débarqué de manière violente. Pour faire court, les symptômes, pour moi, au moment de l'arrivée vraiment de l'endométriose, c'était des douleurs atroces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc pour moi, l'endométriose n'a jamais été qu'une maladie de douleurs de règles, hein. Pendant les lunes, j'étais à l'hôpital souvent, on ne savait pas si je devais me faire opérer ou pas. Et entre deux, j'étais dans un état d'épuisement, des douleurs dans toutes les parties du corps. Voilà, j'étais, comme me disait le spécialiste qui, à un moment donné, a bien voulu me suivre, j'avais des douleurs équivalentes à quelqu'un qui a un cancer abdominal avec métastase. Donc, même si ça ne nous dit pas grand-chose, ça mettait quand même un petit peu une image un peu plus claire, en fait, de la souffrance. Donc, c'était des souffrances atroces tout le temps. Voilà, c'est ça pour moi l'endométriose. Donc, tu as dû te faire justement opérer une première fois, puis c'est là qu'on a posé le diagnostic de ton endométriose. S'en est suivi plusieurs opérations? Ouais. À chaque fois des opérations d'urgence, en fait. Ça n'a jamais été des opérations planifiées. C'est-à-dire que j'ai eu affaire au premier chirurgien de garde qui était là. En fait, je faisais des inflammations. En fait, la première opération, c'était un kyste qui s'est rompu. Un truc banal, en fait, mais le kyste appuyait sur ma trompe et puis on a dû m'opérer d'un jour à l'autre parce que je risquais de perdre ma trompe. Et là, bon, moi, j'ai entendu voilà, le mot endométriose, mais c'était pas très, très bien défini. On m'a juste dit comme ça, entre deux portes, que bon, probablement que j'aurais pas d'enfant, que voilà, que c'était très grave. Mais voilà, j'ai entendu ce genre de choses. Et puis, j'ai essayé de me remettre. Et puis, à la fois où je me suis retrouvée à l'étranger, à l'hôpital, et j'ai dû être rapatriée d'urgence en Suisse, parce que voilà, j'habite en Suisse. Là, on m'a dit que j'étais en train de faire une péritonite. En fait, des fois, il y a des endométriomes, donc ce sont des kystes aux ovaires qui se rompent. Moi, j'étais surtout atteinte aux ovaires. Enfin, j'en avais partout en réalité. Mais surtout aux ovaires. Et donc, ça se rompt et ça peut générer s'il y a des germes, des bactéries, ça peut générer des péritonites, voire après des septicémies. Donc là, il faut opérer d'urgence. Donc, ce n'est pas des petites opérations juste pour nettoyer, entre guillemets, les foyers pour ensuite aller mieux. Et puis, à chaque fois, c'était ça. Donc, ouais, des opérations d'urgence, 3 de suite en l'espace de 8 mois. Ouais. Puis, dans d'autres vidéos que tu fais, tu parles même de boucherie. Ah ouais. C'est Ouais. quand même assez fort, mais est-ce que tu peux nous... En fait, c'était une vraie c'était une vraie boucherie, hein. Il y a eu des opérations, c'était de 8 à 10 des opérations de 8 à 10 heures, donc où on a dû me sortir une partie des intestins. J'ai une très grosse cicatrice, hein, sur le ventre. D'ailleurs, c'est la première des choses que j'ai entendues une fois, en salle de réveil. J'ai entendu le chirurgien dire à l'infirmière: «Vous lui direz qu'elle a une grosse cicatrice sur le ventre, on a dû lui sortir l'intestin». Voilà ce que j'ai entendu comme première parole. Donc oui, c'était une boucherie dans le sens où je l'ai aussi vécu de façon très traumatique. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'à l'époque, je travaillais en faculté de médecine. J'étais collaboratrice scientifique en faculté de médecine et j'allais régulièrement, à l'hôpital. J'avais des collègues médecins et j'allais manger notamment à la cantine, de l'hôpital pour les femmes, maternité. Et après toutes ces opérations, je ne pouvais plus y aller. Je voyais une ambulance, en fait, là-devant, j'entrais là-dedans, j'avais ce trauma, en fait, qui était collé, en fait. Et les mots que j'ai entendus, en fait, ont réveillé en moi des mémoires de viol, même si j'ai jamais été violée dans cette vie, mais j'ai entendu un médecin qui me disait, j'étais là tremblotante, je lui disais: «Vous n'allez pas m'enlever les ovaires?» Je voulais des enfants à l'époque. Il m'a dit: «Mais madame, je ne le saurai que quand je serai dans votre ventre». Et cette phrase, enfin, moi, j'étais là, je tremblais comme une feuille, j'ai encore le ressenti. Donc pour moi, ça a vraiment été, oui, de l'ordre de la boucherie. Et en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, hein. Après, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Grâce quand même aux opérations, j'ai quand même survécu. Grâce aux antibiotiques, je suis en vie. Donc, en fait,
voilà, je condamne pas la médecine allopathique, mais je l'ai vécu d'une manière très violente. Mhm. Puis une fois que tu as été opérée, comment justement tu as entamé ce chemin vers la guérison En fait, les médecins me recommandaient de prendre la pilule, évidemment, puisque j'étais une inconsciente de ne pas vouloir avoir pris la pilule. C'est à cause de ça, évidemment, que j'étais dans cet état. Donc, j'ai pris la pilule par moment, donc des pilules qui coupaient le cycle. Puis après, j'ai arrêté, et puis etc. Mais en fait, en réalité, j'ai compris très vite qu'il n'y aura aucune solution, puisque j'ai entendu endométriose de stade 4, vous n'aurez pas d'enfant, c'est très, 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 très terrible, etc. Et en fait, pour survivre, pour vivre, je me suis dit non. C'est soit tu trouves un sens, soit tu sors de là, soit tu crèves, quoi. Je ne pouvais pas m'imaginer continuer de vivre comme ça. Donc, j'ai vraiment, la maladie a été un catalyseur d'évolution. J'ai vraiment eu l'impression qu'avec la maladie, je me suis mise à fond encore plus dans une quête de sens. Pourquoi est-ce que j'ai cette maladie? Donc, ma solution à moi, ça a été d'aller encore plus chez les thérapeutes, même si j'avais déjà fait tout un chemin. Je me suis formée, je prenais tout mon temps libre, mon argent pour aller à des formations, à des stages, travailler sur mon féminin blessé, les énergies féminines masculines, comprendre aussi tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Donc j'ai vraiment entrepris un grand, grand, grand travail pour comprendre pourquoi c'était un champ de bataille, ce corps. C'est pas possible, c'est un champ de bataille, ça va mal. Et tout allait mal, en fait, aussi dans ma vie. Au niveau amoureux, ça allait pas. Et en fait, j'ai tellement travaillé sur moi et tout que peu à peu, les choses se sont mises en place. C'est-à-dire que c'est pas venu d'un coup. Le corps a continué de pleurer. Après, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari. Je l'ai rencontré d'ailleurs dans un contexte spirituel, de travail sur les énergies féminines et masculines. Mais à ce moment-là, le corps n'allait toujours pas. Il m'a vu à l'hôpital, il m'a vu aussi de nouveau embarqué par l'ambulance, que les médecins parlaient d'hémorragie. Donc, il y a eu des hauts et des bas constamment. Mais j'ai continué, j'ai persévéré à travailler sur les causes, justement. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas essayé toutes les potions magiques possibles, les régimes alimentaires et autres. Mais voilà, j'ai vraiment été à fond là-dedans. Et surtout, j'ai quitté toutes mes zones de confort. C'est-à-dire que j'ai tout quitté. Et ça, celui qui est mon conjoint aujourd'hui, il a aussi poussé. En fait, cette rencontre m'y a poussé. J'ai quitté mon lieu de vie. Et j'habitais dans une autre région de Suisse. J'habite en Suisse allemande. J'ai quitté pour un endroit que je ne connaissais pas vraiment, pour recommencer une nouvelle vie à cet endroit avec mon mari qui venait de France. J'ai quitté un bon salaire. J'ai quitté toutes mes sécurités, en fait, toutes mes certitudes. Et j'ai commencé de créer mon activité. Et en fait, c'est en allant, en cheminant, en avançant, que peu à peu, les solutions se sont présentées à moi. Mais ce n'est pas venu d'un coup. J'ai eu évidemment des moments de découragement où je ne comprenais pas ce qui se passait. Et à chaque fois que j'essayais d'arrêter la pilule, ça reprenait. Donc, ça a été un chemin. C'est pour ça que je parle beaucoup de chemin. Hein. Mais voilà, c'est quand même progressivement devenu une bénédiction, hein, parce que je l'ai compris assez vite, qu'il y avait des cadeaux derrière la maladie. Tu nous parlais de la cause de la maladie, puis en fait, c'est une des raisons pourquoi on tenait tant à t'inviter pour cet épisode 9, parce qu'on a beaucoup parlé de la maladie, des traitements, on a invité des Endo Girls, je pense qu'on a fait un peu le tour de la médecine alternative aussi dans nos épisodes précédents, mais on n'a jamais vraiment parlé de la symbolique, de la cause de la maladie. Et est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors, les causes, déjà, il n'y a pas une seule cause, hein, que ce soit bien clair, et c'est subtil, on ne peut pas dire il y a un seul sens à la maladie, il y a une seule cause, c'est multifactoriel, c'est extrêmement complexe comme maladie. Évidemment que l'environnement a une influence, c'est pour ça qu'on dit que voilà, les perturbateurs endocriniens et tout ça, il faut éviter, etc. D'où l'intérêt quand même de mettre en place des mesures symptomatiques. Mais au niveau de la symbolique, bien entendu qu'il y en a une. Alors moi, j'ai toujours été persuadée, et aujourd'hui encore plus, que si on a une maladie qui concerne le ventre et les organes de reproduction, c'est pas la même chose que si on a une maladie du cerveau, du genou, etc. Et alors, il y a beaucoup de livres qui abordent la symbolique, la métaphysique des maladies. Il y a beaucoup de choses qui se disent entre-temps. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui, quand on parle de cause, elles disent ça veut dire que ça, c'est psychologique. C'est dans ma tête.
Non, c'est pas comme ça que je conçois les choses. C'est pas un problème psychologique. C'est encore plus complexe que ça, en fait. Donc, il y a plein de sens. Alors, je vais aborder ici quelques sens résumés, bien entendu, qui vont pas s'appliquer à chaque femme au pied de la lettre. Mais quand même, quand on creuse, on va trouver quelque chose. Il y a d'abord l'invitation dans cette maladie à oser, hein, endométriose, à oser crier qui l'on est, à oser être qui l'on est. Cette maladie, c'est une invitation à retrouver la femme puissante que l'on est au-delà de tous les conditionnements, c'est-à-dire les conditionnements familiaux, les conditionnements culturels et tout ce qu'on nous a transmis aussi au travers de nos aïeux, etc. Donc c'est une maladie de femme courageuse. C'est pour ça que je dis toujours c'est une maladie de femme puissante, qui se sentent impuissantes souvent quand elles sont malades, mais en fait ce sont des femmes puissantes, parce qu'il faut de la puissance et du courage pour oser vraiment casser tous ces conditionnements. Et ces conditionnements, souvent, ils sont inconscients. Alors, il y a une partie qu'on sait, mais il y a une partie qu'on ne sait pas. Et l'inconscient, c'est quand même 95% de nos actes sont régis par l'inconscient. Donc, il y a plein de choses déjà à comprendre. C'est que c'est pas dans la tête que ça se passe. Ce que nous dit notre tête, c'est pas très intéressant quand on a une maladie. C'est pour ça qu'en fait, un accompagnement purement psychothérapeutique peut être un début, mais c'est pas une finalité. Hein, moi, j'ai des femmes que j'accompagne qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans de psychothérapie, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. On fait quelques séances, il y a déjà des trucs qui se transforment. Ça peut être un bon début, mais ça ne suffit pas de parler, parce qu'on a toute une compréhension, hein, de ce qu'on croit. Donc, qui suis-je réellement en tant que femme? C'est pour ça que je dis, l'objectif dans un travail tel que je le propose, c'est vraiment d'aller vers l'épanouissement sur tous les plans. Parce que pour moi, les symptômes physiques, c'est qu'un aspect de la maladie. C'est-à-dire que la maladie peut se manifester de plein d'autres façons, des problèmes amoureux, une difficulté à créer sa vie au niveau professionnel, le problème de l'enfantement, tout simplement, hein, puisque c'est dans le bas-ventre essentiellement en tout cas c'est là que la maladie a sa source, dans l'utérus, dans les ovaires, hein. Les ovaires, c'est quand même le lieu de début de la vie. Donc, qu'est-ce que je veux enfanter? Qu'est-ce que je peux enfanter ou pas? Et enfanter, c'est pas seulement enfanter un enfant. Alors évidemment, il y a tout ce thème de la maternité. Mais qui, comme femme, est-ce que j'ai envie d'enfanter? Qui suis-je vraiment? Et puis, il y a cette thématique de la femme, justement. Je suis née femme, je ne suis pas née garçon. Dans cette incarnation, je suis une femme. Et souvent, il y a eu quelque chose là de l'ordre de j'ai pas été vraiment aimée en tant que fille. Ça peut être du prénatal, hein, dans le ventre de notre mère, au moment de la naissance, ça peut être une fraction de seconde d'une croyance qui s'est formée chez la femme. Je ne suis pas, en anglais, il y a le mot lovable, je sais pas, on dit digne d'amour en tant que femme. Aimable, Et donc, ouais. voilà. Et donc, j'ai besoin d'aller reconquérir cette féminité. Et puis, bon, ça, c'est une partie. Et puis après, bon, comme j'ai tourné une vidéo, hein, qui s'appelle l'endométriose, la maladie de l'enfant, avec un grand E. Pour moi, c'est une vidéo clé qui parle de tous les aspects de l'enfant. Alors, quand on pense endométriose, on pense infertilité et difficulté à enfanter. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a justement tout notre petit enfant intérieur qui est en souffrance. Il y a toutes les blessures qu'on a vécues pendant l'enfance. Alors parfois elles sont très nettes, parfois on a l'impression d'avoir vécu une enfance plus ou moins bonne, hein. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes vécu des traumas et des choses atroces, mais quand même, il y a des choses importantes qui se sont passées dans l'enfance qui ont été mal vécues. Et c'est une reconquête pour la femme. Ça, c'est vraiment une constante, hein, l'enfant blessé, d'aller le guérir en fait par soi-même, de redevenir un bon parent pour soi. Il y a ça, il y a tout le trauma autour du sang des lunes, en fait. Donc, toujours ce féminin, l'image du sang. Et qu'est-ce que ça veut dire que de saigner? Et puis là, alors, je parlais dans des considérations métaphysiques très profondes, mais le sang est souvent relié à de la violence. Hein. Pour nous, le sang, c'est relié à la guerre, c'est relié à des blessures. Mais le sang des lunes, c'est un sang sacré qui nous est offert chaque mois. C'est un sang qui contient des cellules souches. C'est un sang qui contient beaucoup des codes de la grande déesse. Alors là, j'en viens à des choses qui paraissent bizarres, mais enfin des informations très importantes. Et on a besoin de se reconnecter à toute la dimension autour du sang des lunes. Et quand on est blessé dans ses organes de reproduction et dans une maladie où on est écorché quelque part, et puis des messages principaux, comme je le dis souvent, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, vu que j'ai besoin de m'épanouir en tant que femme, telle que je suis vraiment, la maladie, c'est une stratégie que découvre le corps, puisque le corps est intelligent et très sage, pour nous protéger de quelque chose.
Et en fait, souvent, il veut nous protéger de transmettre un héritage familial, justement, un peu pourri. En tout cas, qu'on considère pourri ou que des aspects de l'héritage familial. Alors, ça peut être notre modèle de parental, mais ça peut venir de beaucoup plus loin. Et en fait, le corps nous protège en nous proposant une maladie qui va nous éviter, dans la mesure du possible, d'avoir un enfant. Mais ça, c'est un aspect parmi d'autres, hein. Et puis après, il y a tout le thème de la maternité, évidemment, qui doit être vraiment, vraiment exploré, et toutes les peurs liées à la maternité qui sont liées à ça. Donc c'est vraiment très global, mais il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. Comme je le dis toujours, c'est comme une toile d'araignée, hein, c'est une maladie multifactorielle, et puis il y a plein de fils. Et on va commencer à tirer un fil, un fil, un fil, et au bout d'un moment, la femme se rend compte que tout est interrelié. Même ces problèmes sentimentaux peuvent être un symptôme de la maladie. D'ailleurs, moi, j'ai des femmes qui viennent à moi, qui n'ont plus de symptômes d'endométriose, mais qui me connaissent par ce biais-là, et qui ont, par exemple, une difficulté à créer une relation amoureuse qu'elles ont envie de vivre avec peut-être une famille, etc. Et en fait, on se rend compte que la maladie s'est décalée. Elles sont plus symptomatiques en termes de corps physique, vraiment physique, mais la maladie, à quelque part, est toujours en train de parler. Donc, vous voyez, pour moi, c'est beaucoup plus global, plus vaste que le symptôme, hein. Je comprends que c'est différent pour chaque femme, mais est-ce qu'il y a des points communs que tu as vus dans les femmes que tu as accompagnées? Oui, il y en a beaucoup, même si évidemment il y a toujours des exceptions. Et puis si au premier abord, on peut avoir l'impression que ce n'est pas le cas, mais il y a, comme je disais, un contexte familial souvent un peu difficile. Alors voilà, moi j'ai certains schémas par rapport au type de père, au type de mère. Maintenant, ce n'est pas le cas chez toutes les femmes. Mais il y aura des éléments, souvent un père un peu fuyant ou absent d'une manière ou d'une autre, et une mère qui aurait des tendances étouffantes ou sacrificielles, mais en tout cas sur un certain plan. Ça, c'est quelque chose que je retrouve. En tout cas, quelque chose qui était difficile pour la fille, qui a fait qu'elle a dû être hyper responsable enfant. Ça, c'est quelque chose de clair et net. Chez toutes les femmes, il y a une hyper-responsabilité qui font qu'elles n'ont pas vraiment pu vivre leur vie de petite fille totalement. Et souvent, quand on sauve d'endo, on est un peu contrôlante, voire très contrôlante, je sais de quoi je parle, voire un peu psycho-rigide sur les bords. On a souvent un mental très fort, donc une énergie yang, masculine, forte. On a des fois mené de belles études, mais en fait, on a développé cette énergie qui est parce qu'il y a eu une transmission, souvent c'est le père ou la mère ou la famille qui nous a expliqué que c'est comme ça qu'on réussissait dans la vie. Mais du coup, l'énergie yin, donc l'énergie féminine, qui est l'énergie de rondeur, d'accueil, d'amour, etc., est dysfonctionnelle en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je rencontre très souvent. Des problèmes d'abus, il y en a quand même assez régulièrement, même si ce n'est pas la norme, hein. Moi-même, je n'ai pas subi d'abus, en tout cas pas dans cette vie, mais je suis revenue avec dans mon âme des mémoires d'abus à guérir. Donc ça peut être pas uniquement dans notre vie ou des fausses couches, des choses comme ça. Et puis donc de la violence, ça peut être de la part d'une nounou, hein, ça peut être à l'école aussi parfois, des choses comme ça. Des pathologies combinées, ça c'est vraiment le truc récurrent, hein. Souvent justement l'endométriose c'est qu'un aspect. Parfois il y a des fibromes, il y a d'autres choses, il y a de la candidose chronique, il y a de la fibromyalgie, etc. Et puis vraiment une notion clé, c'est la notion de sacrifice. Mais ça, c'est à comprendre sur un plan plus métaphysique que ce qu'on en entend communément de la femme sacrificielle. C'est qu'il y a vraiment cette notion de sacrifice qui rejoint la notion du sang sacré des lunes. La notion de sacrifice est toujours là. Et moi, mon travail, c'est d'amener les femmes à lâcher le sacrifice pour aller vers le sacré. Mais c'est sur un plan subtil, hein. Beaucoup de femmes ne se sentent pas sacrificielles et pourtant c'est quelque chose qui leur a été transmis, cette notion de sacrifice. Qu'est-ce que tu veux dire par le sacrifice? Alors il y a plein de façons dont ça peut se manifester, hein. Par exemple, je vais prendre l'exemple le plus simple, c'est pour les femmes qui veulent un enfant. Elles me disent je suis prête à tout sacrifier pour mon enfant, ou au contraire je veux rien sacrifier, je n'aurai à sacrifier ma carrière, ma liberté, etc. Mais la notion de sacrifice, c'est
Vous savez, il fut un temps où on sacrifiait. On sacrifiait des humains, ou dans d'autres cultures, mais dans notre culture aussi, on sacrifiait des animaux pour certains cultes, etc. Et c'était relié au sang. Quand on sacrifiait, il y a le sang qui coulait. Et donc, c'est un sang d'horreur, ce sang-là. Enfin, c'est un sang de violence. Et les femmes ont gardé des mémoires par rapport à ça. C'est-à-dire que le sang, avant tout ça, avant l'époque où il y avait des sacrifices, c'était un sang sacré. Le sang des femmes était vraiment célébré à certaines époques. Les femmes avaient vraiment leur rôle à jouer, avaient vraiment leur place intégrale dans la société. Donc, il y a toujours, à un moment ou à un autre, dans notre accompagnement, ce mot sacrifice qui ressort, ou parfois dans le travail, parce que j'utilise aussi l'hypnose, je travaille sur l'inconscient, le mot sacrifice ou des situations sacrificielles qui ressortent, qu'on doit transformer pour que la femme se reconnecte à son énergie sacrée. Et ça peut passer justement par le travail sur le cycle aussi. Le cycle, en fait, c'est un bon moyen très concret, très physique, de se rendre compte de notre puissance sacrée, dans le sens là. Voilà. Pour faire très résumé. Et ces femmes qui viennent te voir, ils viennent te voir pour plusieurs raisons. Est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques-unes? La plupart parce qu'elles souffrent d'endométriose et puis elles en souffrent vraiment dans leur corps et qu'elles n'en peuvent plus et que, voilà, à juste titre, elles cherchent une solution. Alors la plupart, elles ont déjà cherché beaucoup de solutions. J'accompagne des femmes qui souvent ont déjà fait un long chemin, mais elles ne savent plus quoi faire. Et voilà, c'est un chemin de conscience qu'elles veulent entreprendre. Mais il y a d'autres types de maladies gynécologiques que j'accompagne, des cancers du sein, de l'utérus, des troubles liés à la sexualité, des femmes qui veulent un enfant ou qui sont en processus de PMA, qui ont fait des fausses couches, voilà, tout ce qui concerne le féminin blessé, mais aussi des femmes qui sont enceintes ou qui sont prêtes à accoucher, qui ont envie d'être accompagnées en conscience autour d'une maternité sacrée. Voilà, il y a aussi ça. J'accompagne pas que les femmes qui souffrent. J'ai été curieuse parce que j'ai quand même écouté quasi toutes tes vidéos avant pour la préparation de l'épisode. Puis je me disais en fait que j'étais vraiment curieuse d'entendre parce que j'imagine que la perception, l'école de pensée, on peut l'appeler comme on veut, ça doit être assez ébranlant. Pour certains et certaines. Est-ce que tu peux nous partager un peu comment ça s'est passé pour toi et comment t'es accueillie? Tu veux dire par rapport à qui, à quoi? Parce qu'en fait, t'as une vision aussi, comme tu le disais, qui est aussi spirituelle. Oui. T'as un langage quand tu parles des choses dont on n'a pas forcément aussi l'habitude d'entendre, comme la déesse, comme les âmes. Donc, même si ça peut faire écho pour certaines personnes qui sont à ce niveau-là, pour d'autres, ça peut être complètement ésotérique. Ouais. Dire, oui. Ça peut faire peur, disons. Oui, ouais. Parce que même le féminin blessé, le féminin sacré, il y a plusieurs personnes, mais c'est pas connu par tout le monde. Bien sûr. Donc, j'étais juste curieuse un peu des réactions ou des perceptions que tu as eues au fil des années. En fait, moi, je dis les choses de manière très naturelle, en fait. Quand les gens travaillent avec moi, quand on se met à travailler ensemble, en fait, il y a quelque chose de très naturel qui se met en place. Elles se rendent compte, je ne suis pas une hurluberlue, tu vois. Je me sens très ancrée, très dans la terre, de plus en plus d'ailleurs. Et voilà, j'ai une vie normale, entre guillemets. En fait, j'aborde tout ça avec beaucoup de naturel. En fait, je prêche rien du tout, je demande à personne de me croire. Et en fait, ce n'est pas une histoire de croyance, je propose d'expérimenter et de vivre les choses. Et je pense que même si on va voir des choses très noires ou très bizarres, si on y va avec beaucoup de naturel, on se rend compte qu'en fait, ça se passe avec beaucoup de douceur et beaucoup de légèreté. En fait, il y a aussi parfois de légèreté et d'humour. Donc, les personnes qui viennent à moi, comme je le disais, souvent elles viennent, comme tu disais Claire, tout à coup je vois une vidéo ou bien j'ai un ressenti, j'ai eu un rêve, j'ai été sur Internet, je t'ai trouvé. Mais c'est vrai que je n'ai pas le discours mainstream. Pour moi, évidemment que pour attirer du monde, entre guillemets, ça va être plus compliqué que si je parle du basique. Mais en fait, je ne vais pas faire quelque chose qui ne me correspond pas. Puisque justement l'endométriose m'a invité moi aussi à devenir vraiment qui je suis, à comprendre qui je suis. Donc je vais enseigner et faire le mieux que je peux dans ce que je sais faire. Et en fait, dans ce que je fais, je sais pas, peut-être Claire que tu pourras témoigner, mais je vais quand même travailler sur des choses aussi très terre à terre en fait. Et certaines femmes qui viennent à moi sont parfois un petit peu trop dans les nuages justement. Et je les ramène à du basique. On va revenir
à l'incarnation, au vivant, à l'énergie de vie, parce que l'endométriose parle aussi d'une grosse blessure d'incarnation. Des fois, il y a peu d'envie de vivre, l'énergie vitale ne circule pas suffisamment, et en fait, l'énergie vitale, elle est stockée dans notre bas-ventre. Donc, d'où aussi le lien avec la sexualité, les organes sexuels, etc. Donc, en fait, moi, je les ramène beaucoup à la terre, à la terre, à la terre. Donc, dans les faits, en fait, je m'adapte un petit peu à la personne. Après, comment les gens viennent à moi, si ça ne leur parle pas, je pense qu'ils simplement ils ne viennent pas. Ou sinon, ça s'arrête assez rapidement. Du coup, voilà. Mais quand on travaille ensemble, en fait, je me dis, waouh, c'est juste fantastique, quoi, parce que voilà, on va dans des espaces, et puis il y a des transformations tellement impressionnantes. Moi-même, je suis impressionnée, en fait, par certains types de guérisons. C'est juste tellement magique que je me dis, continue de faire ce que tu fais, quoi. C'est juste. Est-ce que tu peux nous partager justement certains exemples de femmes avec une transformation magique? Les transformations magiques, il y en a plusieurs, parce qu'entre-temps, j'ai quand même accompagné pas mal de femmes. Je pense à une femme, là j'ai une femme en tête, qui est venue, elle était désespérée, seule, elle sortait d'une opération, et c'était très très dur pour elle, plus de 35 ans, et voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de copain avec qui ça va, enfin bref, au niveau professionnel ça va pas, un peu le type de vie que j'avais moi. Et puis, à peu près un an plus tard, elle a rencontré un homme avec qui vraiment, c'est vraiment la connexion. Elle va déménager avec lui, changer de lieu de vie. Donc, il y a tout qui se met en place. Le lieu de vie, c'est aussi un grand sujet. Le foyer pour l'endométriose, le foyer, l'utérus étant le foyer aussi. Où est mon foyer? Où est mon lieu de vie? Donc, elle a trouvé ça. Elle a presque plus de symptômes. C'est une femme qui est maintenant puissante. Elle a démissionné, elle trouve autre chose. Voilà, j'ai ce cas-là, j'ai le cas d'une autre femme qui maintenant est enceinte, et quand elle est venue chez moi, ça faisait 10 ans qu'elle essayait d'avoir un enfant, par tous les moyens. Elle l'a eu de manière naturelle avec mon accompagnement, et je l'accompagne, je l'ai accompagnée tout au long de sa grossesse aussi, et c'est juste magique, quoi. Non seulement elle est enceinte, mais en plus il y a eu des guérisons par rapport au contexte familial. C'est plus la même chose. Elle a rencontré d'autres types de femmes, elle va vers une autre profession. Donc, voilà. Puis après, j'ai d'autres situations plus hard, entre guillemets, où des personnes ont vécu vraiment des choses très, très terribles dans l'enfance, des viols, etc., des traumas très durs. Et je les vois maintenant, moi je vois leur énergie, je les vois rayonner, je les vois sourire. Quand elles viennent à moi, elles sont tristes, elles sont mornes, elles ont l'impression que la terre va s'écrouler. Et puis, au bout de quelques temps, tout à coup, je les vois lumineuses. J'en ai pas mal des comme ça. Est-ce que justement, pour expliquer un petit peu aux femmes et aux hommes, peut-être que tu peux accompagner, quelle méthode, toi, tu utilises concrètement? On parlait des cordes à ton arc au tout début, pour comprendre un peu comment tu fonctionnes dans ton accompagnement. Alors, Alors le mental a besoin de savoir quels outils il utilise, comment ça marche, etc. Mais ça, je le comprends tout à fait. Moi, j'étais universitaire, super intello et tout. Donc, dans mon ancienne vie, je fonctionnais comme ça. Aujourd'hui, j'ai complètement changé de manière de faire, et d'ailleurs, je m'en amuse. L'outil, c'est une chose. Après, c'est comment on l'utilise. Alors, je peux vous dire quel type d'outil j'utilise. J'utilise effectivement l'hypnose, qui est un travail sur l'inconscient. J'utilise des outils d'art-thérapie. Je ne suis pas art-thérapeute, mais j'utilise des outils d'art-thérapie. En fait, j'adapte à la femme, selon aussi son potentiel. Ça dépend ce qu'il y a derrière. Je vais aller stimuler le potentiel de la femme. Je vais utiliser des outils que j'ai appris en sexothérapie, parce que je suis formée, des travails psychocorporels, parce que j'ai des formations aussi en tantra. Donc, travail sur les énergies féminines masculines. Je suis Moon Mother, comme tu le disais, et formée en Shambhala, donc en énergétique. Et puis, je me suis rendu compte, en plus, au fil du temps, que j'étais en fait une guérisseuse, et que je travaillais au niveau vibratoire et cellulaire jusqu'à dans l'ADN des personnes, même à distance. Et ça, je m'en suis rendu compte, et il a fallu qu'on me le dise pour que j'en rende compte. Donc, en fait, j'utilise différents outils, et la parole aussi, parce que je vais aller titiller les gens. Peut-être que Claire, tu t'en souviens. Parfois, je vais déranger, donc de manière très,
très, on dira, très intellectuelle, hein, mais je vais aller titiller, très psychanalytique, on dira titiller les gens. Et on va travailler simplement les yeux fermés, souvent une partie de la séance où j'accompagne les gens, mais c'est d'une manière très douce, en fait, à les faire remonter des choses. Et on ne fait pas remonter ce que les gens ne veulent pas voir. Ça, c'est important que les gens comprennent, c'est que même quand on travaille sur des traumas, on travaille d'une façon douce et souvent avant la séance, il y a des résistances, mais après la séance, les gens se sentent allégés, se sentent libérés. Donc en fait, il faut faire le travail pour se rendre compte du bienfait. Mais voilà, j'essaye un maximum d'utiliser des outils qui vont aller vers l'inconscient. Puis, tu l'as un peu dit aussi, mais le premier chantier, entre guillemets, en tout cas le premier travail, c'est vraiment sur la femme en soi, puis son rapport à son père et sa mère, c'est ça? Oui, alors souvent, ouais. oui. En fait, je fais remplir un questionnaire assez exhaustif où il y a déjà pas mal de pistes que je récolte. Et après, ça dépend des femmes. Je ne vais pas faire la même chose avec toutes les personnes. Après, le chemin se crée aussi au fil du temps et de ce que je sens. Mais effectivement, je suis très attentive à ce que la femme a vécu dans son enfance. Parce qu'avant, justement, d'aller guérir la femme, il faut aller guérir l'enfant. Donc, on va s'occuper de l'enfant, de l'enfance, de tous les traumas et de tout ce que la femme ne m'a pas dit aussi. Parce que les non-dits, c'est dans les non-dits que se trouvent souvent les plus gros nœuds. Donc, c'est à moi un peu d'aller chercher, Dans mon ancienne vie, j'ai été traductrice à un moment donné. Et quand on est traductrice, on apprend à traduire entre les mots. Et c'est un petit peu ce que je fais en fait. Je vais essayer de traduire voilà, tout ce qu'il y a eu autour de ce thème. Et puis le thème de la maternité, comme tu le disais, autour de ce féminin. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes amènent des informations comme ça au compte-gouttes, ou bien de manière très surprenante. Souvent, juste la nuit avant notre séance, ou quelques jours avant, il se passe des trucs bizarres dans la vie des femmes. C'est comme si on était connectés. Et parfois aussi, évidemment, après les séances, il se passe des trucs bizarres. Mais, je donne l'exemple d'une femme qui dernièrement, voilà, qui est en processus, qui a envie d'avoir un enfant et qui m'a toujours dit qu'elle avait très très envie d'avoir un enfant. Et moi, je travaille toujours sur... je me méfie en fait de cette envie obsessionnelle d'enfant parce que je sais que derrière, il y a une peur d'avoir des enfants. Chez toutes les femmes qui souffrent d'endo, il y a une partie qui ne veut pas en avoir. C'est clair et net. Mais après, il faut des fois être très très inconsciente et c'est un moyen de se protéger de la maladie. Mais là, je ne l'avais pas encore repéré, cette partie. Donc voilà, je me suis dit, on va travailler plutôt sur la partie qui a envie d'avoir des enfants. Et elle vient, je voulais commencer le travail, elle me dit, attention, tu sais, il y a quelques jours, depuis quelques jours, j'ai une peur qui me remonte. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et elle me parle d'une peur, en fait, que son enfant, vive la même chose qu'elle. C'est-à-dire des traumas, en l'occurrence, des abus, etc. Elle me donne l'information juste à ce moment-là, qui est une information clé. Et en fait, elle est venue, cette information, elle n'en avait même pas conscience depuis toutes ces années. C'est une femme de plus de 30 ans et elle est venue 3 jours à 4 jours avant la séance avec cette information. Donc, on a pu travailler dessus. Donc, parfois, c'est comme ça que ça se passe aussi. On parle beaucoup depuis le début du désir d'enfant. Tu viens de le dire, les femmes qui souffrent d'endométriose ont souvent ou tout le temps, c'est à toi de me dire si c'est toujours le cas, une peur d'avoir des enfants. J'imagine que tu en accompagnes beaucoup qui désirent avoir des enfants ou qui doivent faire le deuil de la maternité. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Alors, des femmes qui doivent vraiment faire le deuil de la maternité, j'en ai pas beaucoup. Uniquement des femmes qui ont près de 50 ans, en fait, qui vraiment s'approchent d'un âge où voilà, c'est clair pour elles que pour aussi diverses raisons, elles n'en auront pas, quoique il y aurait d'autres méthodes, mais après, voilà. Le processus de deuil, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de ma technique. Hein. Le deuil et le pardon, de toute façon, c'est deux aspects qui vont revenir tout le temps dans notre accompagnement thérapeutique. Alors, en effet, il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'avoir des enfants, mais pas toutes. Hein. Déjà pas toutes, où elles ne sont pas dans des phases de vie où elles en ont envie. Mais j'ai beaucoup de femmes qui ont un désir très, très fort d'avoir un enfant. Et moi, j'appelle ça un désir obsessionnel. Parce que je le connais, hein, là je m'exprime totalement sans jugement. Hein. Tout ce que je raconte, je l'ai vécu, il faut bien le savoir. Hein, ce désir obsessionnel d'enfant qui fait qu'on pleure quand on voit une poussette, qu'on se dit qu'on a toujours été faite pour devenir maman et qu'en fait, ça fait partie de nos tripes, de notre nature. J'entends toujours ça.
Ce message, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, pourquoi j'y arrive pas? Et en fait, ce qui apparaît, c'est que c'est une partie en souffrance, c'est une partie malade qui est dans cette obsession-là. Et donc, c'est déjà un peu une douche froide de s'en rendre compte, que je le dise. Mais moi, c'est de l'information qui m'a sauvée, hein, quand j'étais dans ce travail de guérison. Quand un thérapeute, une fois, m'a dit, mais non, en fait, il y a une partie de vous qui n'a pas envie d'avoir des enfants. J'étais là, waouh! Et en fait, ça m'a sauvée qu'ils me le disent parce que je me suis vraiment réveillée. Et donc, on fait tout un travail pour décortiquer cette envie d'enfant, en fait. Et ça, c'est le cadeau de la maladie. Certaines me disent, mais les autres n'ont pas se poser cette question. C'est une chance de se poser cette question. Pourquoi je veux des enfants? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec les enfants? C'est une très grande et belle question. Parce que je peux vous dire que quand vous en avez, parfois, vous posez la question. Oh là. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, maintenant, j'ai une petite qui a 2 ans. C'est magnifique, mais ça change littéralement la vie. Et il y a une forme de vision fantasmée de la grossesse, de la maternité, chez beaucoup de femmes. Donc, effectivement, quand on décortique, il y a toujours ce thème de la maternité, mais ce n'est pas forcément dans la vie de la femme. Quand je parle de la maladie de l'enfant et la maternité, il va falloir déjà travailler sur la relation à notre propre mère, mais pas qu'à notre propre mère, à l'archétype de la mère. Et c'est là que je rejoins ce que je fais, vous considérez comme être un peu bizarre parfois, du transgénérationnel, des femmes qui ont souffert en tant que mère dans nos lignées, ou parfois notre âme dans du karmique qui avait vécu des choses douloureuses en tant que mère. Et j'ai beaucoup de femmes pour qui, à un moment donné de l'accompagnement, il y a le message qui ressort, mais les adultes ne savent pas s'occuper des enfants ou ne protègent pas les enfants. Et ça apparaît à un moment donné. Donc en fait, il y a vraiment cette relation enfant-adulte qui est complexe. Donc quand une femme a un très fort désir d'enfant, je dis oui, mais le bébé, l'enfant, le petit enfant, c'est de toi dont il s'agit avant tout. Vous savez, moi j'ai joué aux poupées jusqu'à l'âge de 15 ans. Je dépensais tout mon argent de poche pour aller lui acheter des Pampers. Enfin, c'était un truc incroyable. Hein. Moi, j'ai vraiment la caricature. Je voulais devenir nurse, m'occuper des bébés. Plein de femmes ont voulu devenir sage-femme. J'ai des femmes autour de moi qui ont de l'endo, elles s'occupent des enfants. Et c'est vraiment, c'est obsessionnel, mais en fait, c'est le petit enfant intérieur, avant tout, dont on a envie de s'occuper. Et en fait, le travail de guérison, c'est de comprendre qu'en tant que femme qui souffre d'endo, on a besoin de devenir une femme créatrice avant d'être une femme procréatrice. C'est là que je rejoins l'idée de cette énergie de création, d'énergie de vie. Qu'est-ce que je veux créer comme vie? Qui je suis? À quelle femme je donne naissance? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir d'enfants. Pour moi, le problème de ne pas avoir d'enfants est totalement accessoire. Enfin, pas totalement, non, parce que si j'ai plus d'utérus, j'ai plus de trompe, etc., bien sûr que non. Mais je veux dire, globalement, c'est plus ça l'invitation. Et je peux vous dire que quand il y a ce renversement et que la femme se met vraiment dans cette énergie de création, mais vraiment aussi au niveau inconscient, mais le corps s'ouvre et donc des choses incroyables sont possibles. D'ailleurs, ça a été mon cas, hein, parce que je veux dire, ma grossesse était plus qu'improbable, en tout cas dans la manière dont ça s'est passé. Donc c'est possible. Après ça, je ne suis pas la magicienne. Hein. Je vais travailler donc sur ces traumas, sur ces peurs, sur ces conflits internes, comme je les appelle. Et puis après, je vais faire un travail qui s'appelle un travail d'appel d'âme. Donc là, l'âme, moi je pars du principe que nous sommes des âmes, des êtres spirituels qui viennent s'incarner dans la matière. Donc on vient faire une expérience sur Terre, on vient faire des expériences, on a des défis, on a des belles choses, on construit nos vies. Et donc, quand on tombe enceinte, il y a une âme qui nous choisit en tant que parents, en tant que maman, et puis évidemment il y a le conjoint, hein, il est aussi important, hein, il n'y a pas que la femme. Et donc il y a cette énergie de couple qui désire l'enfant et l'âme qui va venir s'incarner. Pour moi, le fait de tomber enceinte, c'est la plus grosse expérience spirituelle qui soit, parce qu'il y a vraiment d'où vient cet être et qui se construit dans la matière. Donc on va faire ce que j'appelle moi un appel d'âme, mais après ça, si la femme est ouverte à ça, hein, si elle en a envie. Après ça, moi, je n'ai pas la boule ou la baguette magique qui fait que dans 2 mois, l'enfant va arriver. Le timing ne dépend pas de moi. Et en fait, le résultat ne dépend pas de moi. C'est-à-dire que peut-être que pour une raison X ou Y, la femme aura besoin de vivre la maternité d'une autre manière. Et c'est là qu'on va travailler, tu parlais de deuil, Julie, c'est là qu'on va aller travailler l'archétype de la maternité autrement. Moi, je m'étais préparée, hein.
quand on m'a dit, mais madame, de toute façon, une FIV, ça va servir à rien, de toute façon, ça ira pas. Alors, j'étais très triste avec mon conjoint aussi, on a pleuré, etc. Mais je m'étais préparée, j'avais réfléchi à comment j'allais vivre cette maternité si elle ne venait pas de cette manière-là. Donc, de cette manière-là, on va accompagner un deuil. Mais la plupart du temps, les femmes, pour moi, tant qu'il y a pas de... Tant qu'il y a des organes et puis que la femme n'est pas en ménopause, il n'y a pas, a priori, à faire de deuil, si ce n'est pas le souhait de la femme, bien sûr. Hein. Et quand tu dis une maternité autrement, pour toi, c'est quoi exactement? Parce qu'on en a entendu parler dans l'épisode 1 avec Marie-Josée Thibert, la fondatrice d'Endométriose Québec, qui parlait de sa maternité autrement, qu'elle le vivait en étant tante, qu'elle le vivait avec les enfants de ses amis, peu importe. Pour toi, vivre une maternité autrement, c'est quoi exactement? Ben, ça peut être ça, par exemple. Et d'ailleurs, souvent, je propose aux femmes qui veulent avoir un enfant, déjà pour aussi défocaliser, hein, parce que quand on est focalisé sur un truc, c'est là que ça ne vient pas, hein, ça, c'est évident. De se poser la question. C'est pour ça que je demande toujours dans mon questionnaire, pourquoi tu veux devenir mère? Parce que j'ai besoin de trouver les valeurs qu'il y a là derrière. Si j'ai envie de transmettre, si j'ai envie de partager de l'amour, alors comment je peux le faire? Et par exemple, effectivement, je peux parrainer. Alors, il y a des femmes qui ont trouvé des jobs super. Il y a des femmes qui sont justement sages-femmes, qui éducatrices, de la petite enfance, etc., qui peuvent le vivre au travers de leur job. Et puis, faut comprendre ce que c'est que l'énergie de la maternité. L'énergie de la maternité, c'est nourrir la vie. C'est de quelle manière est-ce que je veux nourrir, être au service de la vie finalement. Donc il y a plein de façons de nourrir la vie. Je peux enfanter un livre, je peux enfanter un livre de recettes de cuisine, je peux enfanter une belle relation amoureuse. Moi j'ai des amies qui sont femmes, qui ne sont pas mères, mais qui ont enfanté des relations de couple merveilleuses. Et elles me disent, mais moi j'ai envie de me concentrer sur ma vie de couple, je sais que dans cette vie c'est plus important. Par exemple, on peut enfanter plein de choses, c'est de l'énergie de vie. Le fait d'avoir un enfant biologique, c'est pas une obligation. Après, on peut adopter. Moi, j'ai des patientes, des femmes qui vont vers ce chemin-là, l'adoption, ou bien devenir justement marraine, s'occuper d'autres enfants. Et parfois, de se mettre dans ce mouvement de la vie, ça permet d'ouvrir quelque chose. Et parfois, c'est pas forcément au travers d'enfants. Moi, je m'étais demandé en fait ce que je ferais si ça venait pas biologiquement. Moi, je savais que l'adoption n'entrait pas en ligne de compte. Voilà, pour plein de raisons, le don d'ovocytes non plus, bref, on en avait parlé avec mon conjoint. Pour moi, c'était non. C'était soit ça passait par mon corps, parce que j'avais quelque chose à expérimenter au travers du corps, soit, ma foi, je vivais autre chose. Et moi, j'avais senti que j'irais dans les orphelinats, en fait. Je me voyais aller, d'ailleurs, je n'ai pas exclu de le faire, d'aller m'occuper d'enfants qui n'ont pas de parents. D'aller peut-être ou dans les hôpitaux, m'occuper de bébés malades. Voilà, je m'étais déjà projetée, j'avais déjà un peu réfléchi à comment je pourrais vivre les choses autrement. Donc, c'est intéressant de se poser ces questions-là parce que la vie est mystérieuse et on ne sait pas toujours, on ne peut pas toujours être dans le je veux, je veux, je veux. Hein, ça, c'est l'énergie yang, l'énergie masculine qui dit je veux. Mais l'énergie yin dit je suis dans l'amour et l'accueil inconditionnel de ce qui est. Et ça, c'est pas facile. Et surtout quand on souffre d'endo et puis qu'on est dans le « je veux, je veux, je veux ». Donc, c'est un chemin, ça se fait pas en 2 jours, c'est sûr. Et je pense qu'on ne prend pas assez le temps de se poser cette question-là. Le pourquoi de l'importance de l'intention, mais sur plein d'aspects, mais particulièrement sur la maternité. Bien sûr. Ouais. Souvent, on fait des enfants pour de mauvaises raisons, entre guillemets. Après, je ne dis pas qu'on ne les aime pas, mais bon, voilà. Après, ils remplissent aussi les cabinets de thérapeutes. Heureusement, ça fait du job. Là, c'est une petite plaisanterie, mais quand même, les parents projettent souvent beaucoup de choses sur les enfants. C'est un moyen de combler un vide. Ou parfois, on fait simplement comme ça, on fait des enfants parce que tout le monde en fait. On croit que c'est normal ou on continue de transmettre le truc. Mais justement, quand on vient s'incarner avec une maladie comme ça, on nous demande autre chose. On nous demande d'aller reconquérir notre énergie de créateur, créatrice, avec le conjoint, parce qu'il est aussi concerné. Et comment on peut créer, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? En plus, peut-être, d'une maternité, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des enfants aussi, il faut le dire. Ouais. Voire même qui ont de l'endo qui commence après la maternité. Oui, on en a. Je pense qu'on a fait le tour des grands sujets qu'on avait envie d'aborder avec toi, que ça soit la symbolique de la maladie, comment toi tu accompagnes les femmes, la question de la maternité puis des maternités
j'ai envie de dire. Pour conclure, peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire un message que tu aurais envie de faire passer aux femmes et aux hommes, ou un mot que tu aimerais leur partager? J'en aurais beaucoup, mais si je devais résumer, je dirais, en tout cas aux personnes qui souffrent de la maladie ou d'une maladie d'une manière générale, ou d'un trouble quelconque, utilisez cette opportunité pour revenir à l'essentiel, pour revenir à vous-même. Et puis dans l'essence, il y a ciel, donc le ciel est à nouveau le sacré en fait. Donc revenez à utiliser cette opportunité pour justement apprendre à vous poser des bonnes questions sur vos envies, vos projets, vos désirs. C'est un beau moyen de connaissance de soi, d'avoir une difficulté, et aussi pour grandir justement dans vos relations, les relations de couple, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à pacifier en nous. Et tant que ça restera en guerre à l'intérieur, eh bien, on ne peut pas espérer ce monde nouveau. Il ne faut pas attendre que ce soit les politiciens ou je ne sais qui mettent en place les choses. Donc c'est à nous de faire ce chemin sacré. Et puis notre corps, c'est notre véhicule. Alors voilà, vous dites que je fais des choses bizarres, je parle d'âme, mais en même temps, je parle beaucoup du corps. Et le corps, pour moi, c'est vraiment un temple. C'est vraiment l'endroit qu'il est nécessaire vraiment de bénir, d'honorer dans tous les sens du terme, d'en prendre soin. Et puis en prendre soin, c'est prendre soin de tout son être, donc de toutes les manières possibles. Après, à chacun de trouver aussi sa façon de faire. Il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas un seul chemin qui est juste. Merci beaucoup. Merci encore, Emmanuelle, vraiment. Avec grand plaisir. Merci à Emmanuelle d'avoir accepté notre invitation. On vous encourage fortement à la découvrir davantage en visitant son site internet Emmanuelle au féminin, sa chaîne YouTube, son blog voixdefemme.com, se joindre à elle lors d'un cercle de femmes ou tout simplement avec une consultation privée. On espère aussi que ce 9e épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous pour le 10e épisode qui sortira le 4 mars prochain. Si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et surtout à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Merci d'avoir été là et nous vous disons donc à très bientôt.